RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Pour le panier de la ménagère. 2022, la RDC avait lancé les appels d'offres pour 3 blocs gaziers et 27 blocs pétroliers. Certaines sociétés avaient soumissionné, notamment Perenco, qui avait émis une manifestation d'intérêt pour 2 blocs pétroliers. Mais pourquoi cela tarde? Pourquoi les majors ne viennent pas? On en parle avec un expert dans le secteur pétrolier. Il est président du conseil d'administration de Cobil SA. Monsieur Thierry Moussenespo, bonjour. Bonjour. Alors, 2 ans après, les majors ne sont toujours pas là. Les appels d'offres, il y en a quelques-uns qui sont peut-être acquis par telle structure, mais apparemment la machine est encore grippée. Je pense, M. Ambago, qu'avant de parler d'abord de ce qui va être fait dans les prochains jours en ce qui concerne les appels d'offres qui ont été lancés et pour les sociétés qui ont gagné certains blocs, il faudrait nécessairement revenir en arrière pour dire une réalité, c'est que le secteur des hydrocarbures dans notre pays était en berne. Dans le nord-est, il y avait un conflit entre notamment Capricat, Divine Inspiration et Tullow Oil pour les blocs des Graben-Albertine. Il y avait un souci avec les blocs de Soko dans le parc de Virunga. Il y avait un souci ici à l'ouest avec Sourcestream Petroleum pour les 3 blocs Yema, Matana, Makandi et Ndunda. Il y avait un souci aussi avec les blocs qui sont dans le secteur de l'Équateur où notamment on trouve les tourbières. Tout ça a fait que le secteur était pratiquement en berne et il a fallu l'arrivée du chef de l'État pour qu'il y ait des travaux qui ont permis à ce qu'on puisse avancer vers ce que vous appelez aujourd'hui la mise en place de cet appel d'offres grandiose de 30 blocs, dont 27 pétroliers et 3 gaziers. Pendant les 5 années, avant que l'on puisse venir sur la question des blocs, il faut savoir qu'il y a eu un travail qui a été fait, que moi j'appelle les 10 travaux d'Hercule de Félix Tshisekedi en ce qui concerne le secteur des hydrocarbures. Il faudrait donc savoir que pour que le chef de l'État donne la possibilité au gouvernement, via le ministère des hydrocarbures tenu par Maître Didier Boudimbo, qu'il y ait d'abord en amont un travail sérieux qui puisse être fait pour baliser le terrain, pour permettre à ce qu'il y ait la mise en vente de ces blocs pétroliers. Et parmi ces 10 travaux importants, on peut dire que d'abord, le président a lancé plusieurs initiatives pour booster le secteur. Parce que, comme je venais de vous dire, le secteur était plombé par plusieurs crises, plusieurs dossiers, parce que lorsque nous avions à l'époque signé le contrat de partage de production, nous, la RDC, avec notamment certaines sociétés telles que Tullow, il y a eu des conflits ensuite, parce que sur les 2 blocs qui lui étaient donnés dans le CPP, lui n'ayant payé que pour un seul bloc, il y a eu un conflit ouvert au niveau des tribunaux de Paris contre la RDC intenté par cette société. Donc le secteur n'était pas du tout viable, il fallait rebooster le secteur et c'est parmi les initiatives que le chef de l'État a eu à lancer. Ensuite, le chef a engagé des réformes structurelles parce que c'est vrai qu'il y avait le code des hydrocarbures, mais il fallait nécessairement permettre à ce qu'il y ait tout l'artefact au niveau de l'administration pétrolière, c'est-à-dire le secrétariat général, et au niveau du ministère pour permettre à ce que réellement il y ait des structurations qui permettent à ce que le secteur puisse répondre à ce boosting que le chef de l'État a eu à faire. Puis, il y a eu des transparences en ce qui concerne le secteur, parce que vous devez savoir que à l'époque, il y a eu beaucoup de plaintes en ce qui concerne notamment les questions liées au bonus de signature. Les questions liées notamment au paiement des frais administratifs et consorts, il fallait faire un nettoyage pour permettre à ce que le secteur réponde à des normes qui aujourd'hui sont reprises par tous les pays du monde en ce qui concerne le secteur des hydrocarbures. Puis, il y a eu le soutien des investissements étrangers.
le ministère des Hydrocarbures a eu à prendre des décisions, des arrêtés signés par le ministre Didier Boudimbo, pour permettre à ce qu'il y ait une facilité dans le positionnement de certains acteurs qui voulaient venir finalement pour travailler en République démocratique du Congo dans le secteur des hydrocarbures. Il y a eu des avancées financières aussi. Parce que quand on parle de secteur des hydrocarbures, on parle de l'amont et de l'aval pétrolier. Dans l'aval pétrolier, il y a certes ceux qui sont dans l'exploration-production, mais dans l'amont pétrolier, il y a ceux qui sont dans l'exploration-production, et dans l'aval, il y a ceux qui font la commercialisation et la distribution. L'État a trouvé des mécanismes, notamment pour payer les manques à gagner, qui certes ont été payés en partie, mais ça a tout de même soulagé les secteurs, et cette mobilisation des recettes de manière ingénieuse a été pensée par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. Il y a des mesures qui ont été prises pour la protection de l'environnement. Parce qu'il faut savoir à ce que la République démocratique du Congo est le second poumon de notre planète. Parce qu'une partie de la forêt équatoriale se trouve sur notre territoire, ensuite au Gabon et au Congo-Brazzaville. Donc, il fallait nécessairement prendre des mesures pour protéger l'environnement, et le chef de l'État a d'abord, avant que nous puissions nous mettre sur cette rampe de lancement des appels d'offres sur les blocs pétroliers, il fallait nécessairement régler la question de l'environnement. Et là, il y a eu un travail profond qui a été fait. Et puis, il y a les questions de la protection de la population. Depuis pratiquement plusieurs décennies, il y a eu un danger qui guettait sur les populations riveraines du lac pour éviter à ce qu'il y ait des explosions par rapport à la teneur du gaz au niveau du lac. Eh bien, sous l'impulsion du chef de l'État, il y a eu un travail qui a été fait pour dégazer une bonne partie du lac pour permettre à ce que les populations puissent être hors danger. Et cela a été plus fait au niveau du golfe de Kabuno. Okay. C'est déjà fait. Et puis, il y a eu la révisitation du cadre réglementaire. Il y a eu des travaux au niveau du Parlement, puis au niveau du gouvernement, pour permettre à ce que le Code des hydrocarbures puisse donner la possibilité à de meilleurs investissements et donner le go pour que le secteur puisse aller de l'avant. Et il y a eu la participation à des forums et à des contrats extérieurs. Vous savez que depuis l'arrivée du chef de l'État, nous avons longuement avancé, notamment avec le corridor de l'Atlantique, où nous partageons des nappes avec l'Angola. Il y a eu des contrats qui ont été signés avec la Sonangol. Nous, COBIL, nous avons accompagné le gouvernement, ainsi que notre sœur, la Sonaïdroc, et ensemble avec le ministère des Hydrocarbures, nous avons signé des contrats de partage de production et des contrats de commercialisation avec cette société angolaise. Sans compter que nous avons participé à plusieurs forums à l'étranger, notamment au Congo-Brazzaville, notamment en Europe, notamment à Lisbonne, notamment à Dubaï et au Qatar, pour pouvoir vendre les possibilités des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Puis enfin, il y a eu la lutte contre la contrebande. Il faut savoir que la plupart de ceux qui évitent de venir travailler ici en République démocratique du Congo, c'est puisqu'ils savent qu'il y a des fraudes au niveau de ces secteurs, surtout en ce qui concerne l'aval pétrolier. Donc il y a eu un travail qui a été fait d'abord pour casser les exonérations fantaisistes, parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y avait comme exonération que le ministre Boudimbo a trouvé sur la table. D'ailleurs, l'inspecteur général des finances en a parlé, où vous retrouvez une ambassade qui a une exonération pour 300, 400 mètres cubes de produits pétroliers, alors que dans leur charroi, ils n'ont que 2 véhicules. Donc ça signifie que le reste était pris en contrebande, et c'est de l'argent qui s'échappe pour la fiscalité, la parafiscalité de ce secteur dans notre pays. Donc il y a eu ces 10 travaux qui ont été faits pour que finalement on en arrive à ce que nous avons enregistré qu'on appelle les mises en vente des blocs pétroliers. On a déblayé le chemin, mais voilà. Jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. Vous devez savoir que d'abord, avant qu'il y ait ces mises en vente, il y a un travail scientifique qui est fait. À l'époque, il a fallu que le gouvernement débourse de l'argent pour que HRT et d'autres structures techniques puissent détecter là où se trouvent les nappes pétrolifères en République démocratique du Congo. Et les experts de notre pays, associés à d'autres, ont travaillé pour déterminer ce qu'on appelle les différents blocs
qui finalement ont été placés pour la vente, comme vous veniez de le dire. Maintenant, il faut savoir qu'on est dans un domaine où il faut 2 exigences, je dirais même 3. La première exigence, c'est l'espace géographique où se trouve le bloc. Parce que rappelez-vous, lorsque Tullow avait signé le contrat de partage de production avec la RDC, cette même société se trouvait de l'autre côté du lac avec un contrat en Ouganda. La difficulté a été que si aujourd'hui on exploitait du côté de la RDC, comment on allait évacuer le produit vers des ports tels que Dar es Salaam ou Mombasa. Il fallait donc penser à créer des pipelines. C'était un travail logistique énorme sur lequel il fallait penser. C'est plus facile, par exemple, lorsque des gens ont la possibilité de pouvoir avoir des blocs dans la partie côtière, c'est-à-dire à Mwanda, où ils ont la possibilité de voir des grands paquebots pétroliers accostés pour prendre le brut. Donc, il y a d'abord ce travail-là qui a été fait, et on a obtenu les blocs. Finalement, lorsque les blocs sont mis en vente, il faut que l'exploration puisse commencer. Parce que d'abord, est-ce que ces blocs sont certifiés? Bien sûr, certifiés qu'il y a des hydrocarbures. Maintenant, la quantité, les quantités, ce sont les expertises d'ensuite dans l'exploration qui déterminent, notamment avec la sismique par exemple. Et aujourd'hui, il y a des blocs où il y a des données certifiées qui, je pense, sont encore gardées au niveau de l'administration publique, mais il y a des blocs comme Ndunda et Matamba Makansi où on sait le nombre de milliers de barils qu'il y a déjà. Maintenant, au-delà de ce facteur géostratégique ou géopolitique ou géodésique ou géophysique, il y a le facteur sécuritaire. Vous savez normalement que lorsqu'il y a des gisements pétroliers, c'est des gros investissements qui viennent sur le plan logistique. Et lorsque vous vous trouvez dans des cas d'espèce tels que vous êtes dans un secteur où il y a des troubles de l'insécurité comme ce qu'on note dans le Grand Nord, dans le Nord-Est, notamment pour le cas des blocs dans le Graben Albertine, certains blocs, il y a des problèmes de sécurité, notamment avec les attentats menés par les ADF qui ont transformé certaines parties de ce pays en leur siège, en Ituri notamment. Ce n'est pas facile qu'il y ait des lancements de ce genre de travaux, de ce genre d'investissement. Donc, il y a du retard. Et puis, troisièmement, ce sont les infrastructures. Parce que, notamment pour les blocs qui se trouvent dans la cuvette centrale, dans les provinces notamment du Bandundu ou de l'Équateur, c'est vraiment de la technicité qu'il faut, des gros investissements pour pouvoir acheminer ces produits vers les points d'exportation. Donc ça va ce qui veut dire que toutes ces études, pas forcément les décourager, parce que ça dépend maintenant de la quantité des gisements. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la plupart de ceux qui viennent investir dans de tels secteurs, parce que c'est des millions de dollars pour faire l'exploration, ensuite pour créer le système logistique qui va permettre d'évacuer le brut, il ne faut pas oublier que le point déterminant, c'est aussi le marché mondial du pétrole. Et vous savez que depuis peu, il est très volatile, surtout à cause de la guerre en Ukraine, surtout à cause des troubles qu'il y a dans la mer de Chine, entre la Chine, le Yémen et les États-Unis, aussi avec les problèmes qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Tout ça, et le Venezuela, n'en parlons pas, tout ça sont des facteurs qui entrent en ligne de compte en ce qui concerne l'évolution de certains investissements dans le domaine des hydrocarbures. Alors aujourd'hui, on doit réduire un peu le nombre des blocs en raison de ces difficultés, accès, sécurité. On a parlé par exemple de 3 blocs dans le bassin côtier, 9 dans la cuvette centrale, 11 dans le Graben du Tanganyika. Alors au lieu de 27, aujourd'hui, on devrait parler d'un peu moins de 27. Non, on ne peut pas. Qui pourront peut-être être entrés directement en opération. Ce qui est vrai, c'est que c'est un processus qui va de 1 jusqu'à tous les 30. Ce n'est pas les 30 du coup. Parce que, justement, cela s'accompagne avec les investissements du gouvernement. Lorsque le gouvernement investit en termes d'infrastructure, cela facilite la tâche. Si demain, par exemple, il faut nécessairement qu'on aille transporter les machines qui peuvent faire des études fossiles au niveau du Mai-Ndombe, comment est-ce que ces machines vont aller ? S'il faut que dans certains coins de l'Équateur, il faut qu'on puisse transporter des machines, cela prendra énormément de temps à cause de l'absence d'un réseau routier fiable.
Donc, tout ça demande à ce que, d'une part, il y ait le gouvernement qui investit énormément en termes d'infrastructures. Là, je parle des blocs qui sont notamment au centre. Et d'autre part, que le gouvernement continue sa lutte contre l'insécurité pour les blocs qui se trouvent aujourd'hui à des milieux où il y a encore des troubles à l'ordre public, notamment menés par les terroristes des ADF. Donc, nous, en tant que pays, nous ne pouvons pas réduire le nombre de nos blocs parce qu'il y a un problème sécuritaire ou d'infrastructure. Nous le faisons, mais nous sommes sûrs que plus tard, ça permettrait à ce que lorsque le pays doit finalement avoir ces infrastructures et la sécurité nécessaire, qu'il y ait des investissements qui arrivent. Peut-être la planche de salut, ça sera avec le contrat renégocié entre les RDC et le groupe des entreprises chinoises avec les 7 milliards de dollars pour la construction des routes. Bien sûr, parce que dans ce projet, dans cet additif du contrat entre la RDC et le consortium des entreprises chinoises, il y a notamment la construction des autoroutes qui vont relier différentes provinces. Mais déjà, le gouvernement, de sa part, avait commencé certains travaux de ralliement ou de connexion entre les provinces, notamment avec la réhabilitation de la RN7. Donc, c'est des travaux qui vont prendre du temps, c'est vrai, mais cela va dans le sens de tout mettre in globo pour permettre à ce qu'il y ait un développement, non seulement d'une part sur le plan économique, avec les explorations et la production qui va commencer, et d'autre part, il y a aussi les investissements du gouvernement. Mais pourquoi les majors ne viennent pas? Les majors peuvent également aider à remplir cette tâche d'ouvrir les routes. En Eni, par exemple, en ExxonMobil, tous ces majors, pourquoi ils ne viennent pas? Non, vous allez observer que dans le monde entier, les majors ne viennent qu'après qu'il y ait tout ce tralala d'exploration, de certification des puits, de certification de nombre de barils. Regardez le cas de ce qui s'est passé en Ouganda, par exemple, ou au Ghana. Lorsque Toulo vient, qui est un mineur, il explore, il certifie, il commence les premiers travaux. Ensuite, c'est les grands qui viennent, ils récupèrent. Regardez ce qui s'est passé ici chez nous, en RDC, même si cela n'a pas abouti, pour les 2 blocs qui étaient pris par Surestream Petroleum. Ensuite, du fait qu'il y ait eu certification de nombre de barils, il y a Eni qui a voulu récupérer le 2 blocs pour commencer la production pétrolière. N'eût été les troubles politiques qu'on a enregistrés entre 2015 et 2018, il y aurait eu déjà un début d'exploitation au niveau de ces 2 blocs de Ndunda et de Matama Makanzi dans la province du Congo central. Les majors ne viennent pas. Donc pas. Ça signifie que la plupart des fois, oui, les majors viennent ensuite. Mais déjà, en ce qui concerne les blocs gaziers, les 3, il y a déjà des majors américains et canadiens qui ont acheté les blocs. Donc il faudra encore attendre pour que tout le monde, pour que les mineurs se bousculent au portillon pour commencer l'exploitation ou l'exploration. Mais oui, ça prend du temps parce qu'écoutez, lorsque par exemple vous devez faire une sismique, on est en train de parler d'un chiffre qui avoisinerait les 100 millions. Il faut mobiliser les fonds. Il faut mobiliser la logistique qui va avec, les hélicoptères, les possibilités d'obtenir des dynamites, parce qu'il faut dynamiter pour avoir le retour sonore en sonar pour déterminer là où se trouve la roche pétrolifère. Il y a tout cela qui prend du temps et il faut attendre pour les exploitations pétrolières. C'est des investissements qui peuvent prendre 10 ou 20 ans. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquement de doigts. Mais lorsque le gouvernement a annoncé cet appel d'offres, on s'attendait à ce que dans les jours qui allaient suivre, 3, 4 mois, 5, 6 mois, de connaître les potentiels acquéreurs. Mais jusque-là, non, mais il y a déjà, on les compte. Non, 1, il y a 2, 3, déjà, 4. il y a déjà les acquéreurs, mais vous savez qu'il y a une litanie de contrôle que notre pays doit faire pour éviter de se retrouver dans les situations telles qu'à l'époque, on a donné des blocs à des sociétés comme Divine Inspiration qui en réalité n'existaient que de nom. Des sociétés qui en réalité n'avaient pas la capacité technique et financière, comme certains autres qui ont signé, qui existaient dans les îles Vierges ou en île Maurice. Donc il y a toutes ces études-là de due diligence que le gouvernement doit faire, qui est fait par le ministère des Hydrocarbures, pour permettre à ce qu'on puisse vérifier réellement les capacités financières et techniques de ces sociétés avant de pouvoir leur donner les contrats de partage de production. Parce que le risque, c'est quoi? C'est de se retrouver avec une entreprise qui vient, qui vous paye les bonus de signature et ce qu'il faut pour le contrat de partage de production, et qui met votre bloc sous escarcelle, afin que 2, 3 ou 4 ans après, qu'il puisse revendre à plus cher ou à plus offrant.
C'est ce que nous avons connu dans le secteur minier. Est-ce que nous devons encore revivre ça dans le secteur des hydrocarbures? Le gouvernement a dit non, parce qu'aujourd'hui, il y a des carrés miniers qui, à l'époque, ont été vendus à prix de pain. Il y a 20 ans, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, le gouvernement, pour les récupérer, mais c'est une bataille au niveau de différents tribunaux dans le monde. Donc c'est pour dire que les erreurs du passé doivent nous enseigner. D'où le temps que le gouvernement prend, le temps que le ministère et l'administration publique prend pour permettre à ce qu'il y ait réellement des due diligence qui soient faits, pour permettre à ce qu'on puisse savoir si tel ou tel autre a la capacité et de pouvoir récupérer nos blocs pour l'exploration et ensuite la Mais production. on éviterait ces formalités si on est en contact avec les majors, ceux qui sont connus. On éviterait ce genre de cette perte de temps dans les recherches de l'identité, de leur capacité financière. Si les majors viennent, on n'aura pas ce problème-là. Non, mais écoutez, le gouvernement n'est pas là pour commencer à faire du service marketing, pour aller chercher telle entreprise, s'il te plaît, viens travailler avec nous. Le gouvernement met en place des structures. Le gouvernement est allé faire la promotion de oui, bien cet sûr. appel d'offres. Nous le faisons, mais c'est pour que le mieux offrant vienne vers nous. Nous n'allons pas non plus aller nous vendre à vil prix, parce qu'on a nécessairement besoin de majeurs, pas forcément. Il y a des sociétés comme aujourd'hui Chevron qui travaillent très bien, qui produit pratiquement 29 000 barils par jour. Ce n'est pas Eni, ce n'est pas Total, mais il travaille bien, il paye ses royalties à l'État congolais. Voilà. Même si c'est vrai que Chevron est spécialisé dans les puits marginaux, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est une société qui travaille convenablement avec le gouvernement congolais. Donc le souci pour nous, ce n'est pas le nom, le souci c'est le sérieux de la société. Le souci c'est de savoir qui peut venir et respecter le cahier de charge environnemental de notre pays, respecter les lois et les textes réglementaires du secteur et permettre à ce qu'il y ait réellement l'exploration et la production qui se fassent. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que sur les 27 blocs, on a 27 potentiels acquéreurs? Mais bien sûr que... Mais attendez, lorsque nous découvrons des ressources et que nous avons la possibilité de pouvoir mettre ça sur le marché, nous sommes certains que tôt ou tard, les acquéreurs vont venir. C'est vrai que la meilleure idée aurait été que le gouvernement lui-même puisse financer via ces sociétés nationales qui devraient entrer dans l'amont et dans l'aval pétrolier, travailler pour notamment faire les études de certification des puits, des certifications des réserves pour chaque bloc. Ça serait l'idéal. Parce qu'en ce moment-là, au lieu de prendre nos sociétés en portage carrément, nous allons entrer dans des capitaux, dans des actifs des sociétés, en ayant dans notre gibecière déjà une quantité certifiée de réserves en termes d'hydrocarbures dans les blocs. Ce serait ça l'idéal. Donc aujourd'hui, par exemple, Kobil et Sonaïdroc, vous êtes déjà dans la Sonaïdroc, commercialisation? Déjà la Sonaïdroc est dans les contrats de passage de production, notamment avec Chevron, notamment à l'époque avec Sochstrom Petroleum également, mais pas Kobil. Pas Kobil, c'est la bataille. C'est quoi, vous n'avez pas les moyens nécessaires pour... Non, ça n'a rien à voir. L'État doit savoir qu'aujourd'hui, il a 2 sociétés dans le secteur, qui sont des sociétés d'État où l'État est actionnaire principal. C'est la Sonaïdroc et c'est Kobil. Ce n'est pas que la Sonaïdroc. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de la société d'État qui devrait rentrer dans les contrats de partage de production, on ne peut pas oublier Kobil. Donc, il faut qu'il y ait cette connaissance des choses, ou soit que l'État prenne une décision en responsabilité pour fusionner les 2 entreprises et créer une seule entreprise, ou soit décider carrément que l'une reste dans la commercialisation et l'autre dans l'exploration-production. Parce que c'est la décision qu'il faut prendre au lieu de laisser. Kobil fait la commercialisation, Sonaïdroc fait la commercialisation et en portage avec d'autres sociétés l'exploration-production. Il faudrait que l'État prenne une décision claire. Qu'est-ce qu'il faut justement pour que ces sociétés comme Kobil et ça... Mais c'est ce que nous faisons chaque jour. Heureusement que le ministre Boudimbo a l'oreille pour nous écouter. Déjà, il nous a invités à 2 reprises pour des signatures avec la Sonangol notamment, et récemment avec une société brazzavilloise pour l'exploitation au niveau du grand nord-ouest de notre pays. Donc le souci, c'est que Kobil aussi rentre en plein dedans dans l'exploration-production. Ce n'est pas normal qu'on ne nous laisse que dans la commercialisation. Si l'État décide aujourd'hui de laisser 2 sociétés, alors la meilleure idée serait que l'une d'elles reste dans l'exploration-production carrément et l'autre reste dans la commercialisation.
On ne peut pas avoir deux sociétés sœurs de l'État qui font concurrence dans la commercialisation et l'une d'elles est beaucoup mieux nantie en percevant des royalties parce qu'il est en portage avec d'autres sociétés. C'est pas normal. Mais dans les textes constitutifs de Kobil, vous n'avez pas l'autorisation Non, nous avons intégré cette donne. Dans les statuts, nous avons intégré cette donne. Il y a même la création d'une direction de l'aval pétrolier. De l'amont pétrolier, pardon. Il y a une direction qui a été créée pour ça parce que nous avons ambition, nous aussi, demain, de participer dans l'exploration-production, d'être dans toute la chaîne parce que l'avantage d'être dans toute la chaîne, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des produits à vous-même. Vous pouvez pomper le brut, faire raffiner et revendre, un peu comme fait Total, un peu comme fait Shell et consorts. Et votre capital vous permet aujourd'hui de pouvoir embrasser cette ambition? Non, mais attendez. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, vous n'allez pas prendre votre capital pour aller investir. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui le font, mais il y a des levées de fonds. Kobil aujourd'hui est une entreprise sérieuse. Vous avez qui a la capacité de mobiliser de l'argent parce que elle est sérieuse et très bien cotée au niveau des banques sur le plan national d'abord. Donc nous pouvons avoir des instruments financiers qui nous permettent de mobiliser les fonds nécessaires pour aller en plein pied dans l'aval pétrolier. Pourquoi vous le faites pas? Mais attendez, il faut que l'État propriétaire décide. Kobil appartient à 100% à l'État. Il faut que l'État propriétaire décide, prenne une option. Et nous, en tant que mandataires de l'État, nous sommes là chaque jour pour rappeler à l'État qu'il y a ces possibilités-là. Que nous puissions demain devenir comme Sonangol. Que nous puissions demain cesser de commander à l'État de nous payer X ou Y montant pour que nous puissions équilibrer notre comptabilité. Nous pouvons nous-mêmes nous lancer dans ces deux secteurs pour permettre à ce que nous puissions devenir demain des grandes structures. Est-ce que Kobil ne devrait pas devenir une entreprise d'économie mixte pour lui permettre d'avoir plus de champs dans ses opérations? Le danger avec les économies mixtes, surtout dans un secteur si important, c'est qu'il peut y avoir des restrictions qui coûtent très cher à l'État. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, l'ardoise que Transco doit à Kobil est assez salée. Combien? Mais je ne vous donnerai pas le chiffre ici. Plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de dollars. Mais l'État peut donner juste une partie de cet argent à Kobil, mais Kobil va se sacrifier parce qu'elle est l'entreprise de l'État. Kobil ne laissera jamais Transco tomber parce que c'est l'entreprise de l'État. Mais imaginez que dans le conseil d'administration, vous avez des privés. Est-ce qu'ils vont accepter les choses comme ça? Ils vont refuser. Ils vont mettre leur veto. Et Transco ne circulera pas. La conséquence sera sociale. Il y aura des grognes. Il peut y avoir des troubles. Voilà l'importance de garder certains secteurs exclusivement et en totalité entre les mains de l'État. Pourtant, on sait que l'État n'est pas un bon gestionnaire. L'État n'a jamais été un mauvais gestionnaire ou un bon gestionnaire. Ce sont les individus que l'État place à des fonctions qui permettent à ce que le secteur puisse évoluer ou ne pas évoluer. Et pour le cas de Kobil, je peux vous dire que l'actuelle direction générale, et même celle qui a précédé, a réellement bien travaillé. Et aujourd'hui, la société est en train de remonter une pente. Et je pense que d'ici les mois qui vont suivre, vous allez entendre autre chose de Kobil, ça je vous assure. Vous espérez aujourd'hui acquérir votre bloc pétrolier parmi les 27? Mais attendez, c'est ce que nous sommes en train de demander au gouvernement. Parce que nous avons des partenaires à l'étranger qui sont prêts à nous accompagner dans cette nouvelle aventure, qui sont prêts à investir à notre côté pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, si le gouvernement pouvait faire des cessions à ces sociétés du secteur comme à Kobil, surtout que nous avons toujours prouvé que nous sommes sérieuses, nous participons au budget de l'État, nous n'avons jamais failli, vous n'avez jamais entendu parler de grève à Kobil, vous n'avez jamais entendu parler de grogne sociale, donc ça signifie que la maison est bien tenue. Alors, qu'est-ce qui empêcherait au gouvernement de se délester d'un ou deux blocs pour permettre à ce que nous puissions trouver des partenaires et aller de l'avant? C'est des décisions politiques, c'est des décisions de gouvernance qu'il faut prendre sérieusement, courageusement, pour permettre à ce que, en interne, nous ayons des structures fortes. Comme le cas, je ne cesserai jamais de le dire, de la Sonangol. Aujourd'hui, Kobil, SA, Sonaidroc peuvent, si elles sont soutenues, ces entreprises, rivaliser avec Mais pourquoi pas?
mineurs ou les majors? Mais pourquoi pas? Parce que le potentialité, la potentialité est là. En termes d'investissement, en termes de possibilités, si aujourd'hui nous avons la possibilité nous-mêmes de pouvoir exploiter des blocs, nous pouvons penser à aller plus loin. Parce que déjà, je vous informe que Kobil a en partenariat avec une autre entreprise une société logistique qui s'appelle Espesa Kobil. Donc ça signifie que les potentialités sont là. Dans l'arrière-pays, nous avons des grands tankers qui peuvent contenir énormément de quantités de produits pétroliers. Tout ça, c'est des atouts qui peuvent demain permettre à ce que nous puissions bondir en une fraction de seconde. Il suffit seulement que le gouvernement nous donne cette possibilité. De quelle manière le gouvernement doit donner cette possibilité? De quelle manière? Mais d'abord que le gouvernement permette à ce qu'il y ait réellement le paiement de certaines dettes. Nous encourageons d'ailleurs le gouvernement parce qu'il y a déjà cette bonne volonté-là et cela est fait. C'est une très bonne chose, mais il faut aller au-delà. Deuxièmement, que le gouvernement permette à ce que nous puissions profiter de cette manne que sont les blocs qui ont été mis en vente, que le gouvernement nous donne même à crédit. Et ça va nous permettre d'être de plein pied dans l'aval. De lever des fonds. De lever de fonds, d'investir dans l'exploration-production. En ce moment-là, nous allons boucler la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si nous n'avons pas les moyens, nous sommes obligés d'utiliser des instruments financiers pour avoir des produits à commercialiser. Et lorsque nous achetons ces produits à crédit, ou si nous utilisons des instruments financiers, le taux d'intérêt est très salé. Lorsque nous devons prendre des produits à crédit, la tonne métrique vous est vendue à un prix que difficilement vous pouvez accepter. Mais nous faisons cela parce qu'il faut faire tourner la maison. Toutes ces réalités sont des problèmes et des contraintes qui plombent l'essor de la société. Et ce n'est pas facile. Je rappelle que notre invité, c'est Monsieur Thierry Mosnepo. Il est expert dans le secteur des hydrocarbures. Il est aussi PCA de la Kobil SA. Monsieur Thierry Mosnepo, avec vous, nous allons suivre le panel des ménagères avec Béro Matanda. Sur le marché, les prix des denrées alimentaires de base sont fixés comme suit. Un sac de riz de 25 kg coûte 75 000 francs, celui de la semoule de 25 kg coûte 46 voire 56 000 francs congolais. Un sac d'haricots coûte 210 $ et la mesurette ou copeaux varie entre 2500 et 4500 francs congolais. Un sac de maïs est vendu à partir de 100 000 francs. La mesurette ou écolo varie entre 1700 et 4000 francs congolais. Un seau de cossette de manioc coûte 17 000 francs. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 25 000 et 30 000 francs congolais. Celui de l'huile de palme varie entre 18 et 20 000 francs congolais. Un carton de cotises viandées coûte 135 000 francs congolais et le kilo est à 13 500 francs. Un carton de gésier coûte 70 000 francs et le kilo est à 8 500 francs congolais. Un carton de meubles coûte 100 000 francs, celui de mbongo revient à 68 000 francs. Un carton de couches de poulet est à 56 500 francs et le kilo est à 6 000 voire 6 500 francs congolais. Un carton de chinchard 20 plus coûte 90 000 francs et le kilo est à 10 000 francs congolais. Un carton de poulet poids 10 coûte 89 000 francs, celui de poids 12 coûte 125 000 francs et celui de poids 13 revient à 140 000 francs congolais. Un poulet est vendu entre 10 et 15 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un kilo de pieds de porc coûte 5 500 francs congolais. Un kilo de poisson rouge ou mabundu coûte 7 500 francs. Un kilo de rognon est à 5 000 francs. Un kilo de croupion ou dindon coûte 7 500 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 2 000 et 7 000 francs congolais. Celui de patates douces varie entre 1 000 et 5 000 francs congolais. Celui de taro varie entre 3 000 et 5 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc se vend à partir de 2 000 francs. Celle d'oseille est à 1 000 francs. Celle des épinards est à 2 000 francs. Celle des amarantes est à 2 000 francs congolais. Une caisse de tomates fruits coûte actuellement 150 000 francs congolais. Une tomate varie entre 500 et 1 000 francs congolais. Un oignon se vend à partir de 200 francs. Une gousse d'ail se vend aussi à partir de 200 francs congolais. Quant aux fruits, la pastèque par exemple se vend à partir de 2 000 francs jusqu'à 15 000 francs congolais. Un avocat se vend à partir de 2 000 francs. Un tas de safou se vend aussi à partir de 2 000 francs. Une papaye varie entre 3 000 et 6 000 francs congolais. Un tas de 5 oranges varie entre 3 000 et 5 000 francs congolais.
Une chikwang se vend entre 500 et 2000 francs. Un pain se vend à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales. Un plateau d'œufs varie entre 13 500 et 15 000 francs congolais. Merci Béro. Maintenant, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Monsieur Thierry Mosenepo, je rappelle aussi que vous êtes politique, vous êtes membre de la conférence des présidents de l'Union sacrée de la nation. Rapidement, quelques questions, questions courtes, réponses courtes. L'informateur a bouclé son travail. Le gouvernement peut être attendu en avril ou en mai? D'abord, je félicite le camarade Augustin Kabouya pour le travail qu'il a abattu. En très peu de temps, il a réussi à mettre en lumière la majorité parlementaire aujourd'hui de l'Union sacrée au niveau du Parlement. Il a réussi à mettre d'accord des principes qui vont permettre au chef de l'État de déterminer la taille du gouvernement, de faire le choix des portefeuilles et de connaître les acteurs en termes de regroupement politique présents à l'Assemblée qui vont demain envoyer les candidatures pour les postes ministériels. Tout cela a été fait très rapidement et les gens sont satisfaits de la manière dont Augustin Kabouya a travaillé. Maintenant, quand est-ce qu'on aura le Premier ministre? Eh bien, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui qui va décider, au regard du rapport qui lui sera donné, de pouvoir faire ce choix pour permettre à ce que nous puissions avoir rapidement un nouveau gouvernement. Ça aurait dû se faire rapidement puisque la majorité s'était dessinée après les élections. On aurait déjà au mois de janvier, avoir un Premier ministre et éviter toute cette gymnastique. Non, mais il faut que ce soit formel. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il faut que cette majorité soit formelle par une identification scientifique qui permette à chaque regroupement, à chaque parti politique, de pouvoir signer son appartenance à cette majorité. Et une fois que ça a été fait, il fallait maintenant déterminer le programme de ce gouvernement, de ce futur gouvernement, la taille, les principes d'éligibilité pour le poste de ministre et de vice-ministre, et tout cela a été fait par l'informateur d'abord et ensuite par le formateur. Thierry Mosenepo, non élu, déçu? Je ne suis pas déçu parce qu'attendez, les élections, c'est le peuple qui décide. Malheureusement pour notre regroupement, nous n'avons pas eu le seuil de la liste. J'ai fait un très bon score, mais malheureusement, les amis avec qui j'étais sur la liste n'ont pas fait un travail comme le mien. Ça a fait que nous avons raté ce siège au niveau de Lukunga ici à Kinshasa. Je ne suis pas déçu parce que j'ai vu la volonté des gens de pouvoir me voir à l'Assemblée. J'ai vu la détermination de la population et je ne peux qu'en être fier. Vous êtes l'agneau immolé? Pas du tout, parce que l'agneau, c'est celui qui est sacrifié. Je ne le suis pas, ni par la population, ni par ma famille politique, encore que ma famille politique, qui est l'Union sacrée, n'a pas de pouvoir sur la machine électorale, ni sur la machine judiciaire pour dire que je pouvais avoir le siège à la Cour constitutionnelle, donc je ne suis pas ça. La majorité prépare le changement de la Constitution? Je ne sais pas, mais je n'ai pas vu ça dans les programmes ou dans les discussions sur une question de changement de la Constitution, pas du tout. La RDC, obligée de négocier avec le Rwanda, poussée par la communauté internationale, est-ce qu'on a un mot à dire dans cette guerre à l'est du pays? Non, Monsieur Ambago, j'ai entendu les gens dire ça, que la RDC est obligée de négocier. Mais attendez, la RDC n'est pas obligée de négocier. La négociation est inhérente au conflit. Vous faites la guerre, vous finissez par quoi? Par une négociation. Vous ne faites pas la guerre, vous négociez. Donc la négociation est inéluctable. Ça n'a rien à voir avec une imposition quelconque qui nous viendrait de je ne sais qui. Alors qu'on dit que pour mettre fin à la guerre, il faut que les militaires attendez. Sinon, pourquoi est-ce que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont négocié avec l'Allemagne? Parce qu'il fallait ne fût-ce que négocier les conditions de reddition de l'Allemagne nazie. Donc, c'est pour vous dire que la négociation est inhérente à tout conflit. Donc, aujourd'hui, si le chef de l'État accepte de négocier, ce n'est pas par faiblesse. C'est puisque c'est une nécessité. Et encore que la sagesse voudrait que l'on évite de toute possibilité la mort d'un seul Congolais. C'est vrai que notre ego nous pousse à ce qu'on puisse en finir avec brutalité, avec les armes et consorts. Mais les Congolais qui vont mourir,
Comment est-ce que nous allons leur justifier alors qu'on a eu la possibilité de négocier? Encore que moi, ici, je félicite la diplomatie menée par Félix Tshisekedi pour 2 raisons. La première est qu'aujourd'hui, le chef de l'État a refusé catégoriquement les négociations avec le M23 et il a obtenu cela. Tous les pays de la sous-région, ainsi que de l'Afrique et du monde entier, ont demandé à Kagame de négocier avec le président Tshisekedi. Alors que hier encore, on demandait au chef de l'État de négocier avec le petit M23, des terroristes. Ça, c'est une première victoire. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier est unanime. Pas plus tard que hier, il y a eu tout un dossier en Conseil de sécurité sur la RDC. Et vous avez entendu les décisions, les positions de certaines nations, telles que les États-Unis contre le Rwanda. Ce n'est pas ce qu'on a enregistré il y a 10 ans. Donc, ça signifie que la voix de la RDC aujourd'hui, elle est portée, mais non seulement, elle est entendue. Je rappelle que notre invité, c'était M. Thierry Mosenepo. Il est expert dans le secteur des hydrocarbures, PCA de Kobil, aussi cadre de l'Union sacrée de la Nation. M. Thierry Mosenepo, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeux d'économie. C'est à moi de vous